Bonjour. Dans le cadre de la formation Covid-REA, nous allons aborder ce jour des médicaments de réanimation qui peuvent être nécessaires dans la prise en charge d'un patient atteint de SARS-CoV-2. Tour à tour, nous allons aborder 3 groupes médicamenteux: les médicaments cardiovasculaires, les médicaments de la sédation et les médicaments de la curarisation. Les objectifs, c'est de connaître les différents médicaments en termes de posologie, mode d'administration et effets secondaires, connaître les éléments de surveillance d'un patient sous amine, identifier les différentes indications des médicaments dont nous allons évoquer tout à l'heure et connaître les principes d'utilisation en réanimation. Les médicaments cardiovasculaires, ils ont un but principal, c'est de restaurer une altération hémodynamique. Les principales indications sont l'hypotension, l'hypertension, la défaillance cardiaque ou l'arrêt cardiaque, la tachycardie ou la bradycardie, des troubles du rythme cardiaque. Les amines, ce sont, ou encore appelées des catécholamines, ce sont des substances actives d'origine naturelle ou synthétique ayant un effet cardiovasculaire secondaire à une liaison à un récepteur. Les effets recherchés sont de 3 types. Un effet vasopresseur qui induit une vasoconstriction avec augmentation de la pression artérielle, un effet inotrope qui augmente la contractilité cardiaque aboutissant à une augmentation du débit cardiaque et un effet chronotrope qui augmente la fréquence cardiaque. L'adrénaline ou épinéphrine, c'est des ampoules à 1 mg ou 5 mg. Le mécanisme et l'effet clinique dépendent de la dose utilisée. À faible dose de type 1 à 2 mg/h, il augmente la fréquence cardiaque par stimulation des récepteurs bêta-2. Par contre, à dose plus élevée, il augmente la résistance vasculaire systémique, augmentation de la pression artérielle systémique. Les principales indications sont le choc anaphylactique, où il peut être utilisé en IM ou en intraveineux, l'arrêt cardiaque, dont c'est le médicament par excellence, et l'hypotension, où il constitue un choix de deuxième ligne. Il s'administre essentiellement en pousse-seringue électrique sur voie veineuse centrale, avec un débit initial dépend de la profondeur de l'hypotension, mais on peut débuter à 2-3 mg par heure, puis augmenter ou réduire en fonction de la réponse sur la tension artérielle et la fréquence cardiaque. La voie IM est possible en cas de choc anaphylactique, et s'il est utilisé dans le cas d'une hypotension, il faudra diluer 1 mg dans 10 cc de sérum physiologique, donnant une concentration de 0,1 mg par millilitre et administrer des bolis de 1 à 2 ml. En cas d'arrêt cardiaque, il sera administré pur à raison de 1 à 2 mg toutes les 2 à 3 minutes, parallèlement aux mesures de réanimation cardio-pulmonaire. En cas d'ajustement, il n'a pas besoin d'ajustement en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique. Les principaux effets indésirables sont l'hypertension, l'ischémie périphérique lorsque la perfusion est prolongée, les arythmies cardiaques, l'hyperglycémie et l'acidose. Une autre amine, la noradrénaline, qui a un mécanisme d'action qui stimule les récepteurs alpha-1. L'effet clinique est essentiellement une augmentation de la pression artérielle moyenne par augmentation des résistances vasculaires systémiques. Le débit cardiaque est peu modifié. L'indication, c'est l'hypotension artérielle profonde et le choc septique. Il s'administre lui aussi en voie veineuse centrale ou au pousse-seringue électrique. Ce sont des ampoules de 8 mg diluées dans 2 ml. La préparation est de 24 mg dans 48 cc pour donner une concentration de 0,25 mg par millilitre. Le débit initial peut être mis à 2-3 mg par heure, puis toujours réajusté en fonction de la réponse, essentiellement au niveau de la tension artérielle. En cas d'insuffisance rénale et d'insuffisance hépatique, nous n'avons pas besoin de réajuster la posologie. Les effets indésirables sont l'hypertension, l'hypoperfusion périphérique en cas de forte dose, aussitôt au niveau des doigts et des bras, les arythmies, la bradycardie réflexe lorsqu'il y a eu un bolus accidentel et l'ischémie myocardique. Une autre amine, l'éphédrine. Lui, c'est un mécanisme d'action, c'est un agoniste alpha-1. Les effets cliniques sont essentiellement l'augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque.
L'indication, c'est un traitement initial d'urgence de l'hypotension artérielle. Le mode d'administration, c'est l'intraveineuse directe. La présentation, c'est des ampoules d'1 millilitre contenant 30 mg. La préparation, il faudra diluer 30 mg une ampoule dans 10 ml de sérum salé isotonique pour obtenir une concentration de 3 mg par millilitre. La dose initiale varie entre 2 et 3 ml, toujours en fonction de la profondeur de l'hypotension. Lui non plus n'a pas besoin d'ajustement en cas d'insuffisance rénale. Les effets indésirables sont l'hypertension et la tachycardie. Il présente une dose plafond appelée tachyphylaxie. Lorsque la dose est supérieure à 90 mg, il faudra alors passer à une autre amine. Une autre amine, la dobutamine, dont le mécanisme d'action principal est d'améliorer la contraction myocardique par stimulation des récepteurs bêta. L'effet clinique est une augmentation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque. L'indication, c'est un bas débit cardiaque, notamment dans le cas du choc cardiogénique, de l'insuffisance cardiaque décompensée. Il peut être utilisé en cas de bradycardie symptomatique résistant à l'atropine. Le mode d'administration, c'est en pousse-seringue électrique impérativement en voie veineuse centrale. Il ne faut pas faire de bolus. La préparation, c'est diluer 250 mg dans une seringue de 50 ml de sérum salé isotonique ou de sérum glucosé à 5%. Le débit initial est déterminé par un ABAC. Il varie entre 2 gamma-km à 20 gamma-km. Les effets indésirables sont essentiellement la tachycardie et les arythmies ventriculaires. En pratique, les amines, il faut une administration progressive par palier. Éviter le bolus pour certaines drogues, dont la noradrénaline et la dobutamine. Lorsque nous avons atteint une tension artérielle adéquate, il faut maintenir le débit, d'où l'usage de la seringue électrique. Si le dosage maximal d'un premier agent est considéré comme inefficace, il faut ajouter un deuxième agent et possiblement un troisième agent en cas d'état de choc réfractaire. La tachyphylaxie est une diminution progressive de l'effet d'un traitement suite à l'administration répétitive. Pour l'éphédrine, elle survient au bout de 90 mg. L'adrénaline, la noradrénaline et la dobutamine, cette tachyphylaxie survient lorsque nous avons atteint des doses de 10 à 20 mg par heure. Toujours dans les amines, le traitement d'une amine peut débuter sur une voie veineuse périphérique en cas d'urgence au service d'accueil des urgences ou en SMUR ou sur le terrain. Il faut poursuivre l'administration sur voie veineuse périphérique dès que possible pour les patients sous adrénaline, noradrénaline ou de vitamine. Il faut surveiller les extrémités, notamment des nécroses et de l'hémodynamique. Idéalement, si vous en disposez, posez un cathéter artériel, puis ne pas oublier les autres traitements, notamment les antibiotiques et anticoagulants. Les amines, quand et pourquoi c'est vrai les amines? Lorsque l'hémodynamique est stabilisée depuis environ 4 à 5 heures. Pourquoi c'est vrai les amines? Pour éviter les effets secondaires que nous avons vu, notamment les nécroses, pour éviter l'acidose et les troubles d'urine cardiaque en cas d'utilisation prolongée de certaines amines, non l'adrénaline et la dobutamine, et éviter une tachyphylaxie. Comment réaliser ce sevrage? Il faut réduire progressivement les vitesses de 0,2 à 0,5 toutes les 30 à 60 minutes. À titre d'exemple, on passe de la vitesse 2 à la vitesse 1,5, puis 1, puis 0,5. Ne jamais interrompre brutalement un traitement par amine. Après avoir abordé les amines, qui sont les traitements de l'hypotension et de défaillance cardiaque, nous allons aborder la prise en charge d'une hypertension en réanimation. Elle est essentiellement basée sur l'administration de nicardipine ou loxène, qui est un antihypertenseur de la classe des inhibiteurs calciques, dont le mécanisme principal est une vasodilatation et dont l'indication principale est une hypertension artérielle. Ce sont des ampoules de 10 mg diluées dans 10 ml. Le mode d'administration, il peut se faire en intraveineuse directe, puis au pousse-seringue électrique, soit sur voie veineuse périphérique ou voie veineuse centrale. Il s'utilise non dilué. La posologie, elle est fonction du degré de l'hypertension, mais généralement on peut faire un bolus de 2 à 3 mg selon le degré de la tension artérielle, puis faire un relais au pousse-seringue électrique à raison de 3 à 4 ampoules dans la seringue de 50 cc.
Le débit initial est de 2 mg par heure que l'on peut augmenter ou réduire selon les degrés de la tension artérielle. Les effets secondaires principaux sont l'hypotension artérielle, la tachycardie et les céphalées. Parmi les autres médicaments cardiovasculaires, à visée cardiovasculaire, nous avons les médicaments des troubles du rythme essentiellement, la cordarone ou amiodarone, qui peut être utilisé par la voie injectable de 30 mg en IVD, puis 150 mg par jour au pouls seringue électrique sur voie veineuse périphérique ou voie veineuse centrale, mais il peut être aussi utilisé en voie orale ou sonde nasogastrique à raison de 150 mg par jour. En cas de tachycardie, on peut utiliser un bêta-bloquant de courte durée de vie, à demi-vie courte, qu'est l'esmolol sur voie IV ou voie veineuse centrale, ou l'avlocardil selon les bêta-bloquants disponibles. Après avoir abordé les médicaments à visée cardiovasculaire, nous allons aborder les médicaments de la sédation. Eh bien, la sédation a pour but l'analgésie, la tolérance de la sonde d'intubation et le traitement de la prise en charge des états d'agitation. La composition, essentiellement deux éléments. Un morphinique qui peut être la morphine pure, le sufentanil ou le fentanyl, associé à une benzodiazépine de type midazolam ou diazépam. Les modalités, c'est toujours en intraveineuse au pouls seringue, dans une même seringue ou dans deux seringues distinctes, impérativement sur voie veineuse centrale de préférence. Le protocole est dans une seringue de 50 ml, mettre 250 gamma de sufentanil et 50 mg midazolam, le reste complété par du sérum physiologique pour avoir une dilution de 5 gamma par millilitre de sufentanil et de 1 mg par millilitre de midazolam. La dose initiale est de 5 gamma par heure de sufentanil et de 1 à 2 mg par heure de midazolam, puis modulation en fonction d'un score de sédation. Les effets secondaires de cette sédation sont essentiellement l'hypotension artérielle, la dépression respiratoire, le délire et l'amnésie. La surveillance de la sédation se basait sur plusieurs échelles, dont celui de Ramsay qui fait le choix de notre étude. Ce score de Ramsay, il est en 6 items. L'item 1, patient anxieux, agité. L'item 2, il est coopérant, orienté, tranquille. À 3, il répond uniquement aux ordres. En 4, il répond avec une tape sur le front. En 5, il répond faiblement avec une tape sur le front. Et en 6, il ne répond pas du tout, quelle que soit la stimulation employée. L'objectif de la sédation, effectivement, il dépend de l'indication. Habituellement, il est entre 3 et 4, mais chez un patient en SDRA lié au Covid positif, il doit être de 5 à 6, essentiellement pour éviter l'asynchronisme. Après les médicaments cardiovasculaires, les médicaments de la sédation, nous allons aborder les médicaments de la myorelaxation, encore appelés des curares. Qu'est-ce que c'est qu'un curare? C'est un médicament qui est utilisé pour provoquer un relâchement musculaire. Il doit être impérativement associé à une sédation et ne doit jamais être administré avant la sédation car il y a un risque de myopathie. Les indications des curares, c'est essentiellement faciliter l'intubation orotrachéale, diminuer ou supprimer le tonus et les spasmes musculaires et puis faciliter l'adaptation à la ventilation mécanique, comme nous l'avons vu, permet d'éviter l'asynchronisme. Les curares, par contre, n'agissent que sur les muscles striés squelettiques et les diaphragmes, dont ils empêchent les contractions. Ils n'agissent pas sur le muscle cardiaque. Les modalités d'administration sont diverses, soit administrées en continu, soit administrées en bolus, selon les besoins et le type de curare. 3 principaux curares sont utilisés en réanimation. La succinylcholine, qui est utilisé uniquement pour l'intubation orotrachéale car il a une demi-vie très courte. L'atracurium, qui a un délai d'action entre 120 et 180 et une durée d'action de 30 à 45 minutes.
Le rocuronium qui a un délai d'action de 90 secondes et une durée d'action de 30 à 40 minutes. La succinylcholine, ce sont des ampoules de 100 mg dans 2 ml. La préparation se fait à l'aide d'une ampoule de 100 mg diluée dans du sérum physiologique, 10 ml de sérum physiologique pour avoir une dilution de 10 mg par millilitre. La posologie pour l'intubation est de 1 mg par kilo par 1 mg par kilo. L'atracurium, c'est des ampoules de 25 mg. On peut administrer 25 ou 50 mg en bolus et en IVSE diluer 50 mg dans 50 ml de sérum physiologique pour avoir une dilution de 1 mg par millilitre et avoir une première posologie indicative de 2 à 3 mg par heure. L'esméron, pareil, des ampoules de 50 mg dans 5 ml. Le bolus peut se faire de 25 à 50 mg en IVD et en intraveineuse à seringue électrique, la préparation est la même que l'atracurium. Donc les principales indications de ces curares sont dans le SDRA, il peut être administré en bolus ou en continu et c'est essentiellement l'atracurium et le rocuronium. En conclusion sur le chapitre des médicaments fréquemment utilisés en réanimation, il faut dire qu'il faut en maîtriser l'usage. Il faut respecter certaines modalités d'utilisation. Il faut accorder une surveillance particulière chez le patient sous amine et penser au sevrage dès que la situation est stabilisée. Qu'en est-il du patient Covid positif? Eh bien, il n'y a aucune spécificité dans leur utilisation. Une attention particulière sera accordée chez le patient Covid, d'autant plus qu'il a des lésions de vascularite. Donc, il faudra accorder une attention particulière en cas de perfusion prolongée d'un patient sous amine, car il y a un risque de nécrose. Je vous remercie.